Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, antifragilité organisationnelle. J'ai dû me concentrer pour le dire. Le contexte. Pourquoi est-ce que je vous parle d'antifragilité organisationnelle ? Le contexte, c'est le monde VUCA, dont vous avez entendu parler par ailleurs. Monde VUCA, donc V-U-C-A, monde volatile, incertain, donc uncertain en anglais, U, complexe et ambigu. Donc un monde qui va dans tous les sens. On ne sait pas dans quelle direction il va aller. C'est difficile à comprendre. Il y a des causalités bizarres. Il y a plus de vérité ultime. Donc un monde extrêmement difficile à naviguer. Alors, bon, si vous êtes dans la forêt et que vous voulez survivre, à la limite, vous avez l'habitude, mais si vous êtes une entreprise, une organisation, c'est pas un environnement tout à fait classique. Pire que ça, il y a des gens... Alors, le VUCA vient de l'armée américaine dans les années 50-60 qui décrivait le monde à l'époque, donc c'est il y a plus de 60 ans. Alors, je sais pas qui a remis ça à l'ordre du jour, on parle maintenant d'un monde FACO, F-A-C-O, fragile. Donc, vous voyez qu'il est plus volatile. Volatile, c'est le marché financier qui peut, une valeur qui prend 35% en 2 secondes. Donc, l'idée de volatilité, c'est de grands impacts relativement rapidement. Et là, le monde, il est même plus volatile, il est fragile maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez casser des pans entiers d'un système social, par exemple, en quelques minutes, quelques heures. On peut penser à l'épidémie de la Covid. On peut penser en 2022 à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le modèle de défense européen s'est effondré à ce moment-là. C'est pas qu'il y a eu juste un changement, une adaptation. Il s'est effondré. Il fallait tout revoir depuis zéro. Donc un monde fragile, F. Un monde anxiogène. C'est non seulement il est incertain, le monde dans lequel on vit, mais cette incertitude génère de l'anxiété, et on le sait, on le voit avec les nouvelles générations. Une nouvelle forme de dépression a fait son entrée dans le DSM, la dépression climatique. Un monde chaotique, il est non seulement complexe, dans le sens où on peut encore essayer des choses pour voir si elles fonctionnent, mais un monde complètement chaotique dans lequel tout peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. Et puis un monde qui n'est pas seulement ambigu, qui n'est plus que ambigu, mais qui est incompréhensible. Sous-entendu, ça vaut même peut-être pas la peine d'essayer de comprendre ce qui s'y passe. Alors, je pense que c'est un consultant qui a inventé ça, parce que ça y file du boulot. Mais sans mentir, on voit certains exemples d'un monde FACO qui... on l'observe autour de nous. Et donc, alors, notre job, en tant que leader, en tant que manager, c'est de faire que ça fonctionne. On doit avoir une attitude pragmatique, même si, de manière privée, on peut parler philosophie, on peut parler est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée, très bien, mais... Notre job, c'est de faire que ça fonctionne, que ça soit dans une entreprise, une organisation, le public, etc. Donc, on doit essayer de rendre les organisations plus résilientes, plus solides, on dirait comme ça, naturellement, avant de s'intéresser au sujet. Alors, certains d'entre vous connaîtront Nassim Taleb, qui a écrit tout un tas de bouquins dans les années après 2010. Il a parlé des signes noirs, des Black Swans, donc ces événements d'une portée impressionnante et qui, selon lui, arrive de plus en plus souvent. Lui classifie les systèmes en 3 catégories. Les systèmes fragiles, donc qui sont susceptibles à la volatilité, donc qui sont des organisations, des systèmes susceptibles à notre monde FACO. Des systèmes robustes, qui sont relativement indifférents à ce monde FACO. Et puis ce que lui appelle des systèmes antifragiles, qui bénéficient de la volatilité, qui bénéficient d'un monde fragile, anxiogène, chaotique, incompréhensible, ou d'un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Vous choisissez la version qui vous convient le mieux. C'est intéressant, du coup, de penser en termes d'antifragilité plutôt qu'en termes de robustesse. On va voir pourquoi. Les approches classiques, elles, sont orientées robustesse. Mais le problème, c'est qu'elles sont évidemment dépassées par les conditions actuelles. Parce que la robustesse, ça veut dire quoi ? On aura tendance à vouloir aligner les éléments externes et internes. Mais vous voyez, aligner, il y a une espèce de construction qui se fait. On construit du dur, quoi. Un bon bâtiment en béton avec des fondations,
On va vouloir harmoniser les personnes, la techno, les tâches et les processus. Vous voyez, dans harmoniser, il y a ce même processus d'alignement, si vous voulez. Alors, tout ça fonctionne bien dans des environnements stables. Mais dans un environnement volatile, incertain, complexe, ambigu, fragile, anxiogène, chaotique, incompréhensible, on voit que cet alignement, c'est la quadrature du cercle. Du coup, pourquoi pas essayer d'adopter une autre approche, basée sur des théories plus dynamiques, des concepts plus adaptatifs. Alors, 3 étapes. Première étape, voir les organisations différemment. Deuxième étape, poser les bonnes questions. Troisième étape, identifier les bonnes pratiques. Alors, première étape, voir les organisations différemment. Aujourd'hui, les organisations, si vous demandez des synonymes, vous obtiendrez quoi ? Structure. Vous voyez, dans le mot structure, j'ai pas fait l'étymologie, j'aurais peut-être dû, mais il y a je veux pas dire qu'il y en a des rigides, mais il y a quand même l'idée de quelque chose de permanent qui bouge pas trop, quoi. Bon. Mais on voit déjà qu'une structure, c'est pas forcément la meilleure réponse. Donc, on va plutôt essayer de voir l'organisation comme un ensemble d'éléments, alors qui sont certes interconnectés, mais qui s'adaptent par l'apprentissage à l'expérience, qui se transforment en réponse au changement, et qui du coup s'auto-organisent. Intéressant. Vous avez déjà pensé à votre équipe comme ça ? Alors oui, certainement. Les petites équipes, où on fait tous à peu près le même travail, on verra, c'est important, on va pouvoir être plus flexible, on dira. Les gens diront, on a une équipe vachement flexible, parce que tout à coup Juliette n'est pas là, alors Joseph est là, et tac, Joseph il prend le boulot de Juliette. Donc, et vous voyez que ça, cet ensemble d'éléments interconnectés qui ne sont pas dépendants les uns des autres, mais qui peuvent interagir les uns avec les autres, c'est intéressant pour une organisation antifragile. Donc, voir l'organisation comme un ensemble d'éléments interconnectés. Deuxième chose, arrêter de prioriser un aspect du système au détriment de l'autre. En gros, on peut être un petit peu caricatural en disant que jusqu'à présent, peut-être qu'il fallait juste être bon techniquement, et puis que finalement, si on était d'étanches en informatique, en finance, en RH, en marketing, en vente, c'est pas grave, parce que le produit était l'essentiel. Ah oui, mais demain, il y a un changement de réglementation en Allemagne, qui est le partenaire commercial numéro 1 ou numéro 2 de la Suisse, et ce changement change complètement la manière de dédouaner les produits. Mais si votre boîte d'export de 53 personnes, vous avez hyper priorisé le produit, mais vous n'avez jamais cherché comment est-ce qu'on exporte, quelles sont les lois, quels sont les règlements, etc., vous êtes complètement paumé. Donc on peut plus se permettre, puisque c'est un monde volatile, on peut plus se permettre de prioriser un des aspects de l'entreprise. On est obligé de déprioriser et finalement d'avancer avec tous les aspects de l'entreprise, je ne vais pas dire en même temps, mais presque. Troisième chose, il faut s'imaginer son entreprise en déséquilibre permanent. On pourrait appeler ça, on appelle aussi, pour être plus positif, ça de l'équilibre dynamique. C'est comme un funambule qui marche sur son fil. Il est toujours en train de tomber, mais il tombe jamais. Et ça, c'est une bonne image de l'équilibre dynamique ou du déséquilibre permanent. Quatrième notion, la dépendance à l'histoire. Vous voyez deux entreprises qui se ressemblent. Vous vous dites, ils ont eu le même chemin, et puis ils auront à peu près la même évolution. Non. Ils n'ont pas eu le même chemin, ils n'auront pas la même évolution. Comment vous êtes arrivé là a une importance. On appelle ça le path dependency en anglais, donc la dépendance au chemin ou à l'histoire de l'entreprise. Ça a une importance. D'où, entre parenthèses, l'importance de la culture, on y reviendra. Cinquième notion, il y a une espèce de acausalité, de manque de causalité entre les facteurs et les effets. Vous savez bien, vous engagez un gars qui a fait des trucs merveilleux dans une entreprise, vous engagez une nouvelle comptable ou vous engagez une nouvelle personne des ressources humaines, vous dites, elle a fait des super trucs dans l'entreprise A, elle va venir chez nous faire la même chose. 3 mois plus tard, vous devez vous en séparer, ça marche pas. Pourquoi ? C'est pas le problème de la personne, c'est le fait que il n'y a pas forcément, c'est pas parce qu'on a un facteur A qui a marché une fois chez petit X et une fois chez petit Y que ce même facteur A, mis avec une entreprise petit Z, va continuer à fonctionner. Sixième notion, il faut prendre en compte ce qu'on appelle les effets d'émergence. Ce sont tous ces effets dont on ne peut pas vraiment complètement expliquer causalement l'apparition.
On ne peut pas dire c'est parce qu'il y a eu A et B qu'il y a eu C. Alors, par exemple, pour une machine, ça on peut le faire. Hein. Il y a peu d'émergence. D'accord ? Si vous mettez le composant A derrière le composant B, eh ben vous aurez une scie. Si vous mettez le composant B et le composant 1 d'abord, vous aurez je sais pas quoi. Hein, un autre outil en tout cas. D'accord ? Dans les systèmes complexes, et typiquement les systèmes humains, comme les organisations, les entreprises, vous aurez tout un tas d'effets qui sont différents. On appelle des effets émergents. Alors, je vous les cite et vous verrez, on n'arrête pas d'en parler ici. Sur Leadershift et chez Coapta. Effet émergent. Numéro 1, culture d'entreprise. Numéro 2, esprit d'équipe. Numéro 3, intelligence collective. Numéro 4, sécurité psychologique. Ce sont tous des effets émergents. Tous. On va dire, oui, mais Vincent, on sait quand même ce qu'il... Oui, on sait ce qu'il potentiellement faut faire pour avoir une culture positive, pour avoir... Mais il n'y a absolument pas de garantie. Alors, c'est pour ça que nous, les consultants, à ce niveau-là, on est extrêmement prudents et extrêmement humbles. On dit, esprit d'équipe, faut essayer ça, ça et ça. On est dans un environnement complexe. Dernière manière de voir le système différemment, importance du fonctionnement collectif humain. Donc, lisons de la sociologie, lisons de l'ethnologie, lisons de la biologie, plutôt que de la mécanique et de la psycho et de la psychanalyse. Hein ? C'est le fonctionnement de ces diverses composants ou composantes qui va faire le fonctionnement du système. Ça, c'est le numéro 1, voir le système différemment, comme on appelle un système qu'on appellera un système complexe adaptatif. Deuxième étape, poser les bonnes questions. Vous voyez que les questions, en fait, on les a un petit peu implicitement posées. La première question, c'est comment est-ce qu'on peut concevoir des organisations qui tirent profit d'événements inattendus ? Pas juste qui les subissent, mais qui en tirent profit. Deuxième question, quels sont les éléments sociaux nécessaires à la conception d'une telle organisation ? On a parlé du fonctionnement collectif. Et puis, troisième question, quels sont les aspects physiques de la conception d'une telle organisation ? On en parlera assez peu parce que ce sont des choses que je connais pas bien. Mais voilà les bonnes questions. Comment est-ce qu'on fait pour identifier les pratiques ? Eh bien, on va chercher dans les articles de revues scientifiques, et c'est ce qu'ont fait deux personnes, de la Quinnipiac University Connecticut aux États-Unis et de la HSI University à Barekuso au Ghana. Ils ont étudié 148 études, ce qu'on appelle une méta-analyse, vous savez mon amour pour les méta-analyses, et ils vont relever 2 types de pratiques qui vont aider, notez, qui vont aider et pas qui vont vous donner, il n'y a pas de causalité, qui vont aider à la construction d'organisations antifragiles. Ces 2 ensembles de facteurs, ce sont l'importance des comportements adaptatifs, comportements collectifs et individuels, et 2, l'importance du design organisationnel différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On les prend dans l'ordre. 1. Importance des comportements adaptatifs. Vous allez reconnaître, c'est les usual suspects, c'est toujours les mêmes. 1. Culture d'apprentissage. C'est pas essence de comportement adaptatif, la culture d'apprentissage. Chercher le coupable n'a absolument jamais été un comportement adaptatif. Au contraire, on dit que c'est une personne qui est coupable pour éviter de changer. On va pointer du doigt, on va pendre la personne, on va la retirer, on va la faire démissionner, on va l'attaquer en justice, pour dire c'est sa faute. Moi, du coup, je n'apprends rien. Moi, j'ai fait tout juste. Donc, le contraire de ça, comportement adaptatif numéro 1, culture de l'apprentissage. Numéro 2, culture de l'erreur. On a subi XY, on a eu le problème XY, un problème volatile, machin, monde FACO, monde VUCA, vous choisissez. Ok, qu'est-ce qu'on a appris de cette erreur ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Comment on a agi ? Dans quoi on a été bon ? Dans quoi on a été moins bon ? Vous voyez que c'est aussi une forme de culture d'apprentissage. Troisième comportement adaptatif important, l'expérimentation. Essayer, tenter. On le voit quand on parle de Cunevin, on en a parlé dans un épisode de ce podcast. Quand on est dans une situation complexe, il faut essayer avant de décider, pour voir comment réagit le système, puisqu'on ne sait pas exactement. Quatrième comportement adaptatif, la résilience. Faire prendre conscience aux gens, au groupe de, justement, qu'est-ce qui fait notre force ? Comment est-ce que la dernière crise, est-ce qu'on a réussi à la gérer ? Cinquième comportement, le flow. L'engagement dans la tâche. L'engagement sur le long terme dans cette espèce de... le flow, ce sentiment d'efficacité ultime presque. Sixième comportement adaptatif, le self-leadership. Et non pas le leadership, mais le self-leadership. C'est savoir soi-même se gérer, se motiver.
Et donc, ça donne des équipes qui sont évidemment auto-gérées. Avant-dernier comportement adaptatif, la motivation de type intrinsèque. Vous voyez que si j'ai toujours besoin de la structure pour me motiver, si elle doit changer, je risque d'être démotivé. Alors que si j'ai le moteur interne, la flamme, le feu interne, le feu intérieur, ce sera beaucoup plus adaptatif comme comportement. Et enfin, dernier comportement adaptatif, la réflexion sur soi. Oui, évidemment, qui me permet de savoir où j'en suis, pourquoi j'en suis là et comment je peux changer pour mieux m'adapter. Donc, culture d'apprentissage, culture de l'erreur, expérimentation, résilience, flow, self-leadership, motivation intrinsèque, réflexion sur soi. Ça, c'est la première batterie de facteurs, importance des comportements adaptatifs. Et la deuxième batterie, c'est importance du design organisationnel. Le concept clé, c'est ce qu'on appelle le couplage lâche. Je cite, « Les défaillances peuvent se répercuter sur des systèmes étroitement couplés en augmentant leur amplitude et en risquant d'entraîner des conséquences négatives et pouvant conduire à une défaillance catastrophique. Plus le degré de couplage entre les systèmes est élevé, plus les défaillances peuvent se répercuter sur ces systèmes. » Fin de citation. C'est assez clair. Si vous avez deux bâtiments, comment est-ce qu'on fait en cas de séisme dans les régions sismiques? Qu'est-ce qu'on fait? On crée, pour les ponts, pour les bâtiments, une espèce de bases flexibles sur lesquelles le bâtiment est construit. Ce qui fait que quand ça tremble, le bâtiment, il peut un petit peu s'adapter, s'auto-organiser, on dirait presque. D'accord? Donc, couplage lâche, qu'est-ce que ça veut dire? 1. Flexibilité. Moins d'hierarchie, décentralisation, autonomie. On ne peut plus avoir une personne qui décide tout, c'est pas possible. On n'est absolument pas prêt, du coup, à un monde flexible, volatile, ambigu, fragile, quand tout est centralisé. Deuxième chose, évolutivité. Une organisation par projet. Des gens qui ont l'habitude de travailler dans des contextes différents. Maintenant j'ai 2 chefs, et puis dans 3 mois j'ai plus qu'un chef, et puis dans 6 mois j'ai 3 chefs. Ça, cette organisation-là peut aider parce que cette personne va faire partie une fois de pas de projet, une fois de 1 projet et une fois de 2 projets. Et les gens doivent pouvoir fonctionner dans ces environnements-là. Puisqu'en fonction de la volatilité de l'environnement, on va ajouter plus ou moins de projets. Dernière chose, redondance. Il faut un peu de tout partout. Vous voyez, si on a un peu de RH sur tous les sites, imaginez qu'il n'y ait plus de téléphone, ou qu'il n'y ait plus d'internet, ou qu'il n'y ait plus d'eau, ou qu'il n'y ait plus je sais pas quoi, on peut continuer à fonctionner un peu. Si on a centralisé les RH, et qui sont au Maroc, ou en Roumanie, ou en Allemagne, ou en Turquie, vous n'avez plus de RH sur votre site. Il arrive un événement, un accident, vous faites quoi? Vous êtes paumé. Voilà donc l'importance du design organisationnel flexible, cette idée de couplage lâche, flexibilité, évolutivité, redondance. Quelles sont les idées essentielles? Il y en a 3. Les organisations doivent cesser de se contenter de s'efforcer de rétablir, ça fait 4 verbes, doivent cesser de se contenter de s'efforcer de rétablir leur état antérieur après une perturbation. Donc en gros, perturbation, que font les organisations? Il faut revenir comme c'était avant. Non. Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de tirer activement profit de cette situation pour évoluer? Deuxième idée essentielle. Les gens qui conçoivent les organisations devraient donner la priorité au développement de voies qui favorisent l'auto-organisation et l'adaptabilité plutôt que l'application de procédures, de systèmes et de structures rigides. Troisième idée essentielle, considérer les crises comme des occasions de se renouveler, c'est promouvoir la résilience. Et donc là, cette résilience, elle peut renforcer la capacité des individus à faire face au stress de manière beaucoup plus efficace. Donc, ce qu'on a dit avant, flow, pleine conscience, réflexion, self-leadership, sont des formes d'apprentissage de la résilience qui peuvent donner aux employés des moyens d'agir, y compris pendant les périodes tumultueuses. Moi, je résume ça en une phrase. Ce n'est pas la structure qui vous sauvera, mais le fonctionnement. À la semaine prochaine. Ciao.